Bien que bolivienne, je ne suis pas indigène. J'ai vécu une vie très différente de la leur, mais en grandissant, les cultures indigènes, la forêt amazonienne et les animaux sauvages ont toujours eu et continuent d'avoir une place importante dans ma vie. Après les incendies d'Amazonie et le réchauffement climatique menaçant les forêts, produisant des migrations massives d'indigènes et l'extension d'animaux, une chose est sûre, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, quelles sont les questions que nous devons nous poser? Cette situation est le résultat de la façon dont nous traitons la Terre, la nature, les humains et le rapport entre nous tous. La recherche de nouveaux objets qui ne sont ni ville ni architecture, qui métisseraient des hybrides à la recherche de synergies pacifiant notre rapport à l'altérité, m'amène à chercher un hybride architecture-nature. Mais qu'est-ce qu'un hybride architecture-nature? Pour que ce projet ne soit pas un rêve, je le cadre dans une citation que je connais. J'ai donc décidé de me pencher sur l'une des zones de la jungle amazonienne qui a été incendiée mais dont les environnements sont encore sauvages, avec des peuples indigènes et des animaux sauvages qui y vivent. Mon projet est situé à la frontière du département de Santa Cruz et du Beni, à côté d'un refuge pour animaux sauvages. Auparavant, une terre où vivaient des indigènes guaranis, cette zone est maintenant un mélange de Ménonites, d'agriculteurs venus de la ville et de populations guaranis vivant ensemble. C'est ici, en Amazonie, dans une zone déjà brûlée qui finira par devenir une ville ou une terre agricole avec le temps, mais où il y a des animaux sauvages et des gens qui y habitent encore, que j'ai décidé de créer une architecture qui a la chance de mieux résister au changement climatique que celle que nous avons maintenant. Mon travail a été d'expérimenter des liens entre l'architecture et la nature que nous ne connaissons pas encore ou que nous avons oubliés. Espace habitable et nature sont symbiotiques. C'est une architecture qui vient de la forêt amazonienne, de la mythologie, de la population indigène et de ma propre mythologie. Je commence par reconnaître des typologies qui viennent de la nature et qui fabriquent alors des typologies d'espace. Les familles conceptuelles et morphologiques issues de la nature sont capables de se transformer en architecture. Il y a les carcasses, les éléments envahissants qui servent comme les éléments de liaison, les émergences, les stratifications et les couches. Il y a des carcasses creuses faites en bambou guardois qui poussent en Amazonie. C'est une peau très poreuse, très aérienne, qui va être remplie par un matériau translucide et léger, à base de bioplastique d'algues du fleuve Amazon. Les carcasses sont des structures qui sont faites pour être multiples, envahies. Les carcasses pleines sont plutôt du registre de la toiture du mur. Je mets de la terre sur la structure faite d'une coque en béton de mycélium et nous attendrons ensuite jusqu'à ce que ce soit habité. Que la mousse pousse toute seule, que l'argile qui vient du sol de l'Amazone durcisse. Les éléments de liaison sont des espèces un peu molles, comme s'ils étaient sécrétés par le projet. Ils sont très naturels. Comme la mousse qui vient faire la liaison entre la terre, les rochers et les couches, parce qu'elle se pose et crée une continuité. Les éléments de liaison prolifèrent et vont s'accrocher à la carcasse et fabriquent du lien. Ils sont fabriqués à partir de calcaire local, des boutons de mycélium et de l'argile. Comme ils passent d'un espace à l'autre, ils sont capables de grimper aussi bien sur la carapace creuse, sur la carcasse pleine ou sur la terre. Ils sont efficaces pour parler de déplacement et de circulation. Les courges sont les plus faciles à habiter parce qu'elles ont une forme qui est continue, où nous pouvons mettre des programmes contemporains que l'on connaît déjà. Certaines sont tressées avec des plastiques recyclés.
Elles sont des objets qui résistent et sont des restes de notre monde. Les émergences fabriquent de la singularité et sont des typologies éruptives. Comme des plis qui sortent ou surgissent dans le même paysage et y forment des grottes. Les stratifications fabriquent du lien d'une autre façon, par superposition et non par envahissement. L'idée est de ne pas opposer culture artisanale et technologie. Il s'agirait d'inventer l'artisanat qui accompagne les nouvelles technologies. C'est une architecture sauvage, ultra artisanale, avec des lieux que j'ai envisagés à partir des lieux que j'ai fait pousser, mais je m'autorise aussi à aller plus loin avec la technologie. L'architecture a pour mission d'organiser, de répondre à des questions et de nous proposer des façons d'habiter ensemble. Mais ce qui fait sa force est sa poésie et sa capacité narrative à raconter des histoires. Le plus souvent, elle raconte des histoires liées aux éléments ou à la géométrie. Mais, dans ma culture d'Amérique du Sud, l'architecture pourrait raconter des histoires plus mythologiques. C'est cette part qui m'intéresse d'explorer et faire perdurer dans mon projet. L'architecture raconte et garde les histoires de ma culture, même si ce n'est pas dit au premier degré. Selon la légende indigène, un jeune couple amoureux ne pouvait pas être ensemble en raison de l'opposition de leurs parents. Pendant leur dernière rencontre avant de se séparer, le couple s'est entendu si fort qu'ils ont fini par s'entretuer. Et de là est né le premier arbre Bibossi, qui pousse sur les rochers et au sommet d'autres arbres, comme une sorte d'arbre parasite qui entoure le palmier Montaku. Ceci est une histoire racontée à travers l'une des tours de collecte d'eau atmosphérique. Les indigènes d'Amazonie racontent aussi l'histoire des dauphins roses des rivières, qui changent la couleur des fleuves et qui pendant les nuits de pleine lune se transforment en bojonzon. Les filles résistent à peine aux chants mélodieux et finissent par les accompagner, à tel point qu'elles sont entraînées au fond des rivières. Les rivières et l'eau qui coule à travers l'architecture brillent et scintillent grâce aux plantes luminescentes qui purifient les eaux, vous invitant à regarder profondément dans celle-ci. Une légende indigène dit que ces eaux de rivière proviennent du soleil qui est tombé amoureux de la lune, mais la ferait fondre à son approche, et les eaux de la lune feraient fondre la terre. La lune a tant pleuré que ses larmes se sont répandues sur la terre. Les larmes de la lune ont été renvoyées par la mer parce qu'elles étaient d'eau douce, alors que l'eau des mers était salée, et se sont alors transformées en fleuve Amazon. L'eau des pluies coule librement à travers mon bâtiment et est collectée et stockée pour être utilisée plus tard, tout comme les larmes de la lune coulent à travers les paysages terrestres. Tous ces rapports à la nature et aux mythologies produisent des espaces et des formes différents, mais aussi une nouvelle façon de les utiliser. On ne définit donc pas forcément des usages comme des objectifs que nous devons atteindre, mais des usages comme des éléments qu'on peut assembler indéfiniment, de diverses façons. Ces assemblages fabriquent un microcosme naturel habitable. Chaque espace peut avoir plusieurs formes d'habitation et quelques espaces ont des programmes établis et certains d'autres restent très naturels, envahissants et parfois détonnants avec des espaces intérieurs au programme fixe. Ces espaces restent naturels, sans usage fixe, à l'image de la nature, prêts à être explorés par l'homme comme par l'animal, et c'est à eux de leur donner un usage. Dans les courses, les programmes peuvent être interchangeables et évoluer avec le temps. La nature n'est pas programmée. Sans aller trop loin dans cette hypothèse, les courses accueillent ce qui reste de notre architecture d'aujourd'hui. Les zones proches des endroits où l'eau est collectée et stockée peuvent être remplies d'eau, créant des bassins et des thermes. Ces zones peuvent également accueillir un marché, pourquoi pas les deux à la fois, ou un restaurant, des espaces d'exposition ou des installations temporaires peuvent facilement être mises en place aussi. Elles sont des réserves programmatiques,
comme l'espace de recherche de nouveaux matériaux, les toilettes, restaurants, la cuisine, etc., afin que les projets s'adressent aux humains et leur soient habitables. J'ai fait un choix en travaillant cette architecture dans sa fusion avec la nature, le choix de comprendre que l'homme a la capacité d'habiter ce qu'on lui propose, sauf si on emprisonne ses actions avec un programme déjà déterminé. Le projet devient donc un paysage à habiter, ce qui est une partie de l'expérience, une série de lieux extrêmement définis, très clairs dans leurs caractéristiques et qu'il appartient à chacun de savoir comment les habiter. Ce n'est pas la forme, la biologie ou la science de l'objet qui fait mon projet. Je ne suis pas dans une démarche ultra-technologique qui voudrait que seulement la science nous sauve. Je suis dans une démarche ultra-humaine qui est qu'en observant la nature et la culture indigène, je constate le manque de savoir-faire. La nature sait fabriquer des espaces que je ne sais pas fabriquer. Comment puis-je les fabriquer autrement? J'utilise les technologies que nous avons déjà en regardant les tendances scientifiques de demain, mais dans un processus naturel qui ne voit pas l'utilisation de la technologie comme la solution et la place ailleurs comme principale technique de construction, tel que le fait d'abord un robot qui imprime avec l'argile, un drone qui pulvérise de la terre et un jardinier qui en même temps plante des graines. Notre monde se trouve dans cet état d'urgence de réchauffement climatique, d'immigration et d'extinction massive d'animaux à cause de certains de nos principes et choix que nous faisons. Je propose un objectif: réconcilier nature et architecture.